Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Verbatim. Je suis désolé pour mon absence de la semaine dernière, j'avais absolument pas le temps de faire une vidéo tout simplement. Donc cette fois-ci c'est mieux, je suis un peu plus large en termes de planning, donc je vais pouvoir passer un peu de temps là-dessus. Cette semaine on va parler du match entre Lyon et Dijon, remporté 5-2 par l'OL à l'extérieur. On va parler de Marseille, de Monaco, de leur dynamique respective et de cette deuxième place qui semble plus atteignable que jamais pour l'OL contre toute espérance. Et on va revenir sur 2-3 autres trucs, notamment les sanctions infligées par la commission de discipline après la baston de fin de match lors de Marseille-Lyon. Donc le match de Dijon, Lyon poursuit dans son nouveau 4-4-2 en losange avec le retour de Nabil Fekir dans le 11. Donc ça fait bien sûr très plaisir, on se doute qu'il a pris le temps de revenir avec la Coupe du Monde qui approche, il ne pouvait pas se permettre de rechuter ou quoi que ce soit. Donc il est enfin de retour pour notre plus grand bonheur. L'entame de match est très intéressante côté lyonnais. À mes yeux, c'est un des temps forts les mieux gérés de la saison. J'ai trouvé qu'il y avait plutôt des choses très pertinentes qui étaient faites. On commence à voir un losange dans lequel certains joueurs commencent à se plaire, notamment Raphaël, notamment Mendy aussi. Enfin voilà, j'ai trouvé des choses très intéressantes dans l'entame de match en tout cas. Après voilà, Dijon était peut-être pas forcément préparé à ce que l'OL allait faire et ils ont mis un peu de temps à s'adapter. Mais en tout cas, Lyon commence très bien son match. Memphis va ouvrir le score sur un centre de Raphaël. Alors, main, pas main de Raphaël sur l'action, finalement il semblerait que non, mais ça me donne l'occasion de parler de quelque chose dont je parle régulièrement et qui me scandalise à titre personnel. Il faut clarifier la règle et le règlement sur les mains. Je ne comprends pas comment ça peut être laissé en l'état. Le fait que sur une action, chaque arbitre puisse avoir son interprétation différente et le fait que le règlement soit si confus et qu'au final ce soit laissé à ce point-là à l'interprétation de l'arbitre, pour moi ça a toujours été un problème. Et il faut absolument modifier ce règlement. Le laisser en l'état, c'est laisser libre cours aux polémiques. Pour moi, c'est pas logique qu'il y ait autant d'interprétations que d'arbitres. Je pense que le règlement doit protéger les arbitres en leur fournissant les outils les plus clairs possibles. Et en l'occurrence, le règlement sur les mains à l'heure actuelle, personnellement, ne me convient pas. Donc voilà, c'était l'occasion de le dire, c'est fait. Donc comme je l'ai dit, moi, l'entame de match, elle me plaît. Il y a des occasions, il y a des bons mouvements. Alors malheureusement, Lyon va croquer l'occasion de 2-0 à plusieurs reprises, notamment par Nabil Fekir, qui en début de match manque de rythme, ça se voit. Il met du temps à rentrer dans la rencontre, parfois il en fait trop, parfois pas assez. On sent qu'il est vraiment pas forcément bien, pas en confiance, et il a besoin d'un peu de temps dans ce match pour rentrer dans le vif du sujet et pour être pertinent comme on l'aime. Globalement, le match est agréable et il y a un niveau technique de la part des deux équipes qui est relativement satisfaisant. Alors je dis ça, mais en même temps, je venais de terminer de regarder Nantes-Rennes. Nantes-Rennes qui était d'une pauvreté technique assez sidérante. Donc voilà, mon jugement est peut-être un peu biaisé par le fait que le match d'avant était vraiment naze. Dijon va se réveiller au fur et à mesure, il y a une superbe égalisation sur un contre. Bon, la frappe de Slity, elle est parfaite. Immense passivité de Lucas Touzard, la défense est vraiment pas au point sur qui sort, qui couvre, enfin voilà, ils se comprennent pas du tout et ça laisse beaucoup de champ aux joueurs dijonnais qui du coup ne se fait pas prier et allument. La frappe est très belle, bon, c'est une égalisation qui est bête, mais c'est encore des choses qui sont à travailler. Après ça va, on n'est qu'en avril, le fait qu'il reste des choses aussi majeures que la couverture défensive sur les contres à travailler, ça va, il n'y a pas de souci. La fin de première mi-temps est un peu débridée et Lyon va continuer à vendanger des occasions. Au final, un partout à la mi-temps, ça semble relativement logique. Lyon aurait pu rentrer avec un avantage un peu plus conséquent si les occasions avaient été conclues. Ce n'est pas le cas et il va falloir prendre l'avantage en deuxième mi-temps. C'est ce qui va être fait notamment encore une fois grâce à Raphaël qui fait une très bonne différence sur son côté. Aouar reprend, le but est contre son camp au final et Lyon repasse devant. Le troisième but arrive sur un contre, on retrouve le Fekir qu'on aime. Très personnel sur l'action, mais moi quand il fait ça, ça me dérange absolument pas, ça peut être le joueur le plus personnel du monde, c'est tellement magnifique à voir, donc voilà, Nabil Fekir, celui qu'on aime, celui qu'on attendait, celui qu'on voulait retrouver, il est là, et ça fait plaisir. Donc Lyon fait le break, seulement Dijon va revenir très rapidement avec le but du 3-2. Ça ressemble à une impression de déjà vu, on a l'impression de retrouver l'OL du début de saison, la période où il se faisait rattraper au score tout le temps, où les 3-3 se sont enchaînés. Il y a une impression de déjà vu qui est vraiment pas pour nous rassurer, d'autant que juste après ça, Dijon va avoir un voire deux pénaltys non sifflés, un qui est absolument flagrant et qui aurait même pu déboucher sur un carton rouge pour Raphaël, l'autre qui est sifflable. C'est mal arbitré, il n'y a pas de honte à le dire. L'OL est favorisé par l'arbitrage sur ce match. Volontairement de la part de l'arbitre, je ne pense pas. Non, il n'y a pas de complot de la LFP. Non, Jean-Michel Aulas n'est pas un reptilien Illuminati qui contrôle la moitié du monde connu. Calmez-vous dans le sud, s'il vous plaît. D'autant que, pardon, mais Marseille n'a pas vraiment à se plaindre sur l'arbitrage. Il y avait un papier de l'équipe qui recensait un petit peu les faits de jeu à l'avantage de l'OM ces derniers temps. Bon, je pense qu'il n'y a pas à se plaindre.
Donc voilà, c'est un fait de match. C'est dommage pour Dijon, parce que du coup, ils méritaient de revenir, je trouve, à ce moment-là du match. Et s'ils obtiennent ce penalty, qu'ils le transforment, voire pire, si Lyon est réduit à 10, c'est un autre match. Et en fait, c'est juste dommage pour Dijon, plus que tout le reste. Sur une nouvelle sortie de balle relativement bien gérée, Traoré va aller mettre le 4e but, puis Cornet le 5e. Donc au final, on a un Lyon qui est très très performant en attaque rapide, pas mal de contres qui ont servi à l'OL, et le reste c'est des différences individuelles, notamment de Raphaël. Lyon s'impose assez nettement avec des buts, ce qui est toujours bénéfique, notamment en vue du goal average. Dans le jeu, c'est pas encore la panacée, loin de là. Il y a encore beaucoup de choses à régler. Un système de jeu, comme je l'ai déjà dit, ça se met pas en place en 3 matchs. C'est quelque chose qui se travaille et c'est pour ça qu'il faut de la constance. À voir ce que ce 4-4-2 en losange va devenir, à voir s'il sera maintenu déjà jusqu'à la fin de la saison, et en espérant qu'on constate une progression. Parce que je ne doute pas qu'il ait travaillé ce schéma de jeu. Après, la question c'est est-ce qu'il est travaillé comme il faut? Et ce qui nous intéresse, nous, en tant que supporters et observateurs de l'OL, c'est est-ce que ce boulot fait à l'entraînement est porteur de résultats en match. Personnellement, notamment sur le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration, mais c'est pas une amélioration qui se traduit dans la durée sur le match, comme je l'ai dit, parce que le Dijon s'adapte aussi. Donc, à voir. Je veux continuer à voir ce 4-4-2 en losange, et je veux voir une progression de l'équipe dans les prochaines semaines. Ça devrait être le cas puisque, comme Bruno Genesio l'a dit, il a plus de temps pour travailler tactiquement. Donc j'ai très hâte de voir ça dès samedi prochain contre Nantes. Je serai au stade, donc je pourrai suivre ça de près. Suite à ce bon résultat lyonnais et à la défaite de Monaco à Guingamp dans le même temps, on peut quand même se poser la question, est-ce que finalement la 2e place n'est pas accessible? C'est complètement fou de se dire ça alors que Lyon devait lutter pour la 4e place dans l'esprit de beaucoup de gens il y a quelques semaines, dans l'esprit de beaucoup de gens, dont moi d'ailleurs, j'hésite pas à le dire, je ne m'attendais absolument pas à ça, c'est une surprise absolue pour moi, mais c'est une surprise qui est bienvenue. Lyon peut-il envisager la 2e place? Quand on regarde la dynamique de Monaco depuis début avril, là, bah c'est possible. C'est possible parce que Monaco est vraiment au 36e dessous. La défaite contre Paris, ce 7-1 qui se sont mangés, ça leur a fait du mal. Mais la défaite contre Guingamp, alors certes, il y avait des absents, tout ça, ça veut dire des choses. Et à mon avis, Monaco n'est pas lancé sur la dynamique la plus réjouissante sur cette fin de saison. D'autant que certains joueurs ont la Coupe du Monde en ligne de mire. Et quand on sait ce qui est arrivé à Falcao en 2014, par exemple, ça m'étonnerait pas qu'ils se préservent un peu en vue de la Coupe du Monde, qu'ils veuillent pas risquer de se blesser. Et c'est pareil pour pas mal d'autres joueurs, donc Monaco n'est pas sur une bonne dynamique du tout, ça se confirme statistiquement. Marseille, de son côté, est poussé par l'Europa League et par son fabuleux parcours, mais ils y laissent énormément d'énergie, tant sur le plan mental que physique. À voir si l'OM va trembler et va lâcher des points sur cette fin de saison, je l'espère, parce que j'ai envie de voir Lyon à cette 2e place. Après, on se dit aussi que si l'Europa League, ça va loin, ça peut aussi les porter et créer une espèce d'état de grâce et de transcendance de l'ensemble de l'effectif. C'est possible, donc à suivre, mais je crois vraiment que vu la dynamique de Monaco, Lyon peut viser la 2e place, ce qui serait, on va pas se mentir, un miracle absolu. Mais pourquoi pas? Je voulais juste revenir sur les sanctions de la LFP qui sont tombées hier, donc qui à mon sens sont logiques. Donc 3 matchs pour Lopez, 3 matchs pour Rami, c'est ce qui était attendu principalement. Moi ça me semble logique, je pense que Adil Rami aurait pu prendre un peu plus parce qu'il a quand même été vraiment le déclencheur et il a porté des coups volontairement sur le terrain. Enfin voilà, sans lui il n'y a pas tout ça je pense, donc il est un peu à l'origine de tout ça. Après voilà, le fait que Lopez prenne de la suspension c'est logique et on s'y attendait tous. Il n'y est pas allé de main morte non plus. Alors par contre maintenant, une fois qu'on a dit que ces sanctions étaient pas contestables et relativement logiques, j'espère vraiment que le scénario qui a été envoyé par l'Olympique de Marseille à la LFP sera édité, parce que c'est un roman, il y a une trilogie à faire, apparemment c'est assez fabuleux ce qu'ils ont envoyé. Enfin, le coup du mec qui, sur la gifle donnée par Lopez, à 2 jours d'ITT et 30 jours de soins, c'est incroyable. Franchement, il y a un truc à faire. Si c'est adapté en livre, on peut très bien l'envisager comme best-seller de la rentrée littéraire. Adapté en film, bon, les Césars 2019, ça peut très bien être pour l'OM. Ce qu'ils ont envoyé, ça a l'air fabuleux. Je me demande dans quelles conditions ça a été produit. Moi, j'imagine assez bien que les mecs sont allés chercher différents auteurs freelance de science-fiction dans Marseille. Bon, ils les ont foutus dans une salle, 50 grammes de coke par heure et par personne, et en avant, quoi. Les mecs t'ont écrit un bouquin de science-fiction fabuleux. Alors, de ce qu'on m'a dit, ils sont allés un peu loin, c'est vrai, sur certains détails. Notamment quand ils expliquent qu'Anthony Lopez est responsable de l'assassinat de Kennedy. Bon, là, ils se sont dit, il était même pas né, donc ça risque d'être un peu foireux. Ça, ils l'ont pas envoyé. Bon, par contre, l'implication de Lopez dans les attentats du 11 septembre, le réchauffement climatique, on n'en parle pas assez, mais Anthony Lopez... Il y a des éléments flagrants dans le dossier marseillais qui prouvent bien qu'Anthony Lopez est un responsable majeur du réchauffement climatique. L'ouragan Katrina, il y a de grandes chances que ce soit lui qui ait éternué. Enfin non mais voilà, c'est un document d'investigation qui doit être porté à la connaissance du public parce qu'on découvre enfin le vrai visage d'Anthony Lopez,
qui est en gros une espèce de super-héros maléfique avec des pouvoirs phénoménaux. Donc non, c'est très très intéressant de savoir ça. Et si ça n'a pas été pris au sérieux par la LFP, j'espère au moins que ce sera adapté en livre, en film, qu'on aura des porte-clés, tout ça, machin. Parce que bon, c'est dommage qu'un tel travail créatif ne soit pas utilisé d'une manière ou d'une autre. À mon avis, il y a de la thune à faire là-dessus. Si je suis dirigeant de l'Olympique de Marseille, je me dis bon, ça a foiré auprès de la LFP, maintenant est-ce qu'on ne peut pas se faire éditer? Parce que voilà, il y a des auteurs qui ont bossé, il y a un travail de création, il y a tout un univers parallèle qui a été fait, Lopez qui a 45 identités en mode Jason Bourne. Non, il y a un truc à faire. Sérieusement, vivement la fin de saison, parce que dans le sud, il commence à avoir des soucis. Ça fait depuis le début de la saison qu'il raconte n'importe quoi, tu me diras, mais là, il commence à franchir un cap. Moi, je m'inquiète franchement. Je sais pas si c'est de la névrose, je sais pas si c'est juste qu'ils ont fondu un plomb et qui maintenant ils planent dans un univers parallèle, je sais pas si c'est des consommations de stupéfiants, mais faut faire quelque chose les gars. Enfin, faites le point sur vous-même, prenez du recul et essayez de regarder ce que vous dites un peu. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire cette semaine, je suis désolé, l'actu de l'OL n'est pas flamboyante, heureusement qu'il y a nos amis marseillais pour nous occuper. Donc comme j'ai dit, j'espère voir du stade un bon match de l'OL contre Nantes, avec des progrès dans l'animation du 4-4-2 en losange. On en discutera mercredi prochain. Comme d'habitude, je vous laisse réagir, et je vous souhaite une très bonne semaine. Et allez Salzbourg, évidemment.